sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu les messages clés de la conférence dont je vous parlais plus tôt, qui s'est déroulée en juillet au Rwanda. Alors, une petite mise au point avant de commencer. Bien entendu, j'ai 20 minutes de temps de parole et je ne peux pas résumer en 20 minutes la richesse des échanges qui se sont déroulés sur 2-3 jours de conférence. Donc forcément, on a fait des choix. Et donc, c'est bien entendu ce que je vais vous présenter, c'est ce que je pensais être important. Alors, toutes mes excuses par avance si vous ne trouvez pas des choses auxquelles vous vous attendiez, mais on peut toujours continuer la discussion plus tard. Alors, donc, pour commencer, donc ça c'est une photo de la cérémonie d'ouverture avec notre présidente Béatrice Guinter et Janine Combo, qui est une scientifique de renommée qui était la co-chair de la conférence. Voilà. Alors, on va commencer par le traitement. Alors, premier point qui m'a frappé, c'est l'histoire de Lorin Willenberg. Alors, Lorin Willenberg est une personne qui est vivant avec le VIH depuis 1992. Ça fait plus de 25 ans qu'elle vit avec le VIH, mais sa charge virale est toujours restée en dessous du seuil de détectabilité. Elle n'a jamais fait de réplication virale pendant ces 25 ans. Et les recherches au niveau de son... on trouvait uniquement des fragments défectueux du virus qui semblaient confirmer une élimination complète même des réservoirs. Donc, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs élites. Les contrôleurs élites, c'est-à-dire les personnes qui, pendant au moins 12 mois, après l'acquisition du VIH, continuent d'avoir une charge virale en dessous du seuil de détectabilité sans traitement. Et en fait, ce qui est nouveau, ce qui est très important ici, c'est que Lorin a eu un cancer du poumon. Donc là, vous voyez la timeline en haut, vous voyez la timeline donc, de ces charges virales. Depuis 1992, elle reste toujours en dessous du seuil de détectabilité, sans traitement, sans rien du tout. Et en 2022, elle a été diagnostiquée comme ayant un cancer du poumon. Et pour ce cancer, elle a eu des traitements, donc de l'immunothérapie, donc des traitements. Comme on le voit ici, le pembrolizumab, c'est un anticancéreux qui module la réponse immunitaire et malgré qu'elle ait eu le traitement, il n'y a pas eu de réplication virale, il n'y a pas eu de reprise virale. Donc ça donne un formidable espoir, un formidable message d'espoir. En dehors d'elle, il n'y a qu'une seule autre personne au monde qui ait vécu la même situation, c'était en Argentine, et donc ça relance un petit peu la recherche et puis l'espoir sur la possibilité peut-être de trouver un vaccin, et on va en voir ça un peu plus tard. Alors, les vaccins aussi, justement, alors Lorin est toujours restée un peu dans l'ombre, mais lorsqu'elle est passée par cette épreuve du cancer du poumon, elle a décidé de devenir publique et de partager son histoire pour donner le message à toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde. Alors, pour le vaccin, justement, il y a des choses. Alors, le problème, on a eu une très belle session en plénière avec Dr Pénimou, une spécialiste, qui nous a expliqué en fait que pour arriver à la mise au point du vaccin, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore, notamment la grande diversité de la séquence génétique du VIH qui change beaucoup. Alors, vous voyez sur l'image de la photo, le schéma de droite, vous voyez qu'en Afrique seulement, en fonction de la région, la diversité génétique du VIH change complètement et ça complique un petit peu la recherche, c'est difficile. Et l'autre élément qui nécessite encore plus de travail, c'est la diversité de la génétique humaine de l'autre. Donc en fait, la difficulté du vaccin, c'est qu'il y a des deux côtés une grande diversité génétique qui ralentit un petit peu la recherche. Alors, entre en scène ce qu'on appelle les anticorps neutralisants à large spectre. Ce sont
ce qu'on appelle en anglais les Broadly Neutralizing Antibodies, ou BNAM. Donc si vous regardez la littérature, donc vous lirez les BNAM. Alors les BNAM, c'est des types d'anticorps particuliers. Leur particularité, c'est qu'ils vont cibler des régions qui sont très conservées de l'enveloppe virale, comme la protéine 120, la protéine 41, qui ne changent pas beaucoup malgré la diversité génétique, et donc en les ciblant, en fait, on peut augmenter le spectre de ce vaccin. Et les BNAM, en fait, ce qui nous a été présenté à Kigali, c'est qu'il y a une étude qui s'appelle l'étude AMP, qui a démontré que les BNAM pouvaient prévenir l'infection à VIH, ouvrant ainsi la voie à la mise au point d'un vaccin. Sauf que le degré de prévention était quand même faible, on n'est pas encore à des degrés importants, donc il y a encore des choses à regarder. L'étude a aussi montré qu'on pouvait administrer de façon précoce ces anticorps, notamment chez les nourrissons, et qui sont sûrs et qui n'entraînent pas de toxicité particulière. Donc, beaucoup des pistes pour la transmission verticale grâce à cette nouvelle classe de médicaments, on peut appeler ça comme ça, et donc les essais cliniques sont encore en cours, mais le message ici, c'est que la recherche sur le vaccin avance, et même qu'elle avance plus vite ces dernières années, et que l'espoir recommence. Alors, impressionnant le remplissage de cette salle de plénière. Toutes les salles étaient combles et ça fait plaisir de voir les gens qui ont autant envie d'apprendre à cette conférence. Un autre point, pour finir sur le traitement, quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est la mise au point, c'est ce traitement qui n'a pas encore de nom, il a le nom de recherche qui est M8527, c'est une nouvelle molécule, c'est un comprimé, ça se prend par voie orale, c'est une nouvelle classe, c'est la classe des inhibiteurs de translocation de la reverse transcriptase, et en fait, ce que évoquait Madame la directrice de cabinet, des traitements qu'on prend une fois par semaine, ici c'est une fois par mois, donc ça devient de la réalité. C'est un traitement qu'on peut prendre une fois par mois pour les adultes, mais qui ont un faible niveau de risque d'exposition. Il y a eu une étude qui a été faite, en partie en Afrique. Le tiers des personnes qui étaient enrôlées dans l'étude étaient situées en Afrique. Et en fait, cette étude aussi, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Elle nous a montré que ce médicament, qu'on prend une fois par mois, plus tous les jours, mais une fois par mois, il a une bonne tolérance clinique. Alors, on est au tout début, on est au niveau des phases 2 des études. Mais les études de phase 3, on va commencer à le tester, vont commencer parce qu'on a montré en phase 2 que c'est un médicament qui qui a une bonne tolérance, pas de toxicité, en tout cas pas de toxicité importante, et qu'on pouvait l'utiliser et qu'il pouvait être efficace. Donc voilà, aussi une nouvelle piste qui commence et on espère avoir les résultats très bientôt. Alors, bien sûr, la star de cette conférence, c'était le lenacapavir. Alors, le lenacapavir, c'est cette nouvelle molécule injectable qu'on peut injecter une fois par semestre, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois. Donc, on peut utiliser soit dans la prévention, dans le cas de la PrEP, donc la PrEP injectable, donc ce nouveau médicament, soit aussi dans le cadre du traitement du VIH. Et souvenez-vous, ça avait été annoncé il y a 1 an à la conférence internationale sur le sida à Munich, où on avait justement révélé les résultats des essais cliniques de ce lenacapavir, donc cet injectable à longue durée d'action. Ce sont les fameuses études qui s'appelaient PURPOS. Alors PURPOS, on avait les résultats de 1 et 2 qui avaient testé le lenacapavir comme PrEP. Alors, pour l'étude 1, c'était chez les femmes, en Afrique du Sud et en Ouganda. Et pour l'étude 2, c'était chez les hommes, dans divers pays du monde, principalement des hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes, et aussi des genres divers, des transgenres. Et en fait, les résultats étaient tellement fantastiques que l'étude a été arrêtée, les résultats étaient tellement probants que le lenacapavir a eu toutes les autorisations, et on sait aujourd'hui que c'est une puissante molécule
de prévention, de traitement, mais aussi de prévention, ce qui nous intéresse ici, du VIH. Et ensuite, il y a eu d'autres études, puisqu'il fallait l'essayer sur d'autres types de populations. Par exemple, l'étude 3, c'était toujours les femmes cisgenres, mais aux États-Unis. L'étude 4, c'était les injecteurs de drogue. Et l'étude 5, en France et en Angleterre, sur des personnes qui ne prennent pas la PrEP orale, qui devraient la prendre mais qui ne la prennent pas. On veut voir, est-ce que le fait de passer à de l'injectable tous les 6 mois, ça va les encourager à prendre la PrEP. Et là, je vous rappelle, ça c'est des données anciennes de 2024, mais je vous rappelle. Donc vous voyez, l'étude Purpose 1, 0 infection, il y a eu 0 infection, donc c'est vraiment, ça montre l'efficacité de ce produit. Et le Purpose 2, il y a eu vraiment une infection, 2 infections. Et en fait, quand on a regardé ces 2 cas, c'était plus des problèmes d'adhérence que de la molécule. Donc, ces essais nous ont montré que le lenacapavir est efficace et bien toléré dans un large éventail de population, les hommes, les femmes, les transgenres, y compris chez les femmes enceintes et allaitantes, et ça c'est très important, les adolescents et les jeunes, et qui est sûr, bien toléré, aussi chez les nourrissons, et ça c'était des choses, c'était des éléments importants, d'ailleurs qui ont conduit à l'inclusion de lenacapavir dans les recommandations de l'OMS, et ça aussi ça nous a été présenté à Kigali, les nouvelles recommandations de l'OMS sur le lenacapavir, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur aussi d'être dans le groupe des auteurs de ces recommandations. En fait, le lenacapavir apporte un tel niveau de preuve d'efficacité que maintenant l'OMS recommande officiellement que le lenacapavir soit offert. Alors bien sûr pas on jette le reste, non, on l'offre comme un outil supplémentaire de prévention. Donc les pays doivent le mettre en place. Après il y a le problème du prix, mais ça c'est une autre histoire. Et puis aussi, pour faciliter les choses, on a aussi recommandé qu'on pouvait utiliser les tests rapides pour l'initiation du lenacapavir. On n'a pas besoin d'attendre les confirmations pour simplifier les choses. Et donc ça aussi, ces nouvelles recommandations sont sorties pendant cette conférence à Kigali. Alors, ça nous amène, on parlait du lenacapavir, ça nous amène à parler de la PrEP. Alors, juste pour introduire un sujet aussi très important de cette conférence, les restrictions budgétaires et les coupes américaines, vous le savez, vous les vivez tous. Et donc là, juste pour montrer que quand même, grâce à l'argent et à la coopération de l'USAID, vous voyez que le nombre de personnes qui ont été mises sous PrEP a augmenté de façon exponentielle jusqu'en 2024. Et ça, c'est important. Alors, on n'a pas encore atteint le degré, l'objectif qu'on s'était fixé de, je pense, 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais enfin, on voit que l'augmentation a augmenté de façon très importante et les récentes coupes budgétaires vont compromettre, bien entendu, ce nombre et la continuité de ces personnes qui sont sous traitement. Un autre élément important aussi qui nous a été présenté sur l'administration intermittente des ARV. Alors, c'est pas l'administration intermittente, c'est des schémas thérapeutiques où les personnes prennent les ARV de façon intermittente, par exemple 4 jours sur 7 dans une semaine, ou 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi et pas samedi, dimanche. Et en fait, on a commencé à penser à cette façon de prendre les ARV pour réduire, donc essayer de réduire la toxicité, essayer de réduire les effets indésirables, essayer de réduire les contraintes quotidiennes. On sait que c'est un comprimé par jour, c'est quand même une contrainte. Et aussi essayer de réduire les coûts. Alors est-ce que on s'est dit, maintenant qu'on a moins d'argent, est-ce que si on donne moins de pilules à une personne, est-ce que ça peut être aussi une solution, une réponse, si ça marche? Alors, on a eu donc des présentations, donc notamment cette méta-analyse qui a compilé les données de plusieurs recherches et qui a montré que, effectivement, la prise intermittente d'antirétroviraux chez les adultes, en fait,
ça offre le même niveau de protection que la prise en continu. Donc, pourquoi pas? Alors, quand même, il y a encore des choses à creuser, parce que, par exemple, il y a une autre étude qui a montré que chez les adolescents, ce n'était pas le cas. Donc, on n'y est pas encore tout à fait. Hein. Donc, vous voyez, ça dépend aussi des populations, et que finalement, oui, l'administration intermittente des ARV, si on est sûr que ça va marcher, ça peut très bien être une réponse à la réduction des fonds. On a moins d'argent, mais on achète moins de traitements. Pourquoi pas, oui. Les résultats ne sont pas encore validés, pas généralisables. On a vu par exemple la population des adolescents ne pouvait pas être incluse. Et peut-être que finalement, c'est peut-être pas la réduction des fonds, on ne va peut-être pas remédier à ça par réduire le nombre des comprimés, mais peut-être par utiliser des formes à action longue, comme par exemple le MK 85-27, un comprimé par mois, ou les injectables, si bien sûr ils devenaient moins chers. Alors, la conférence, c'est aussi l'occasion de l'activisme. On a vu que l'activisme était important pour faire avancer les choses. Et là, on a une photo d'activistes qui ont arrêté une session pour protester contre les coupes américaines. Et ce qui nous emmène à notre prochain sujet. Parmi les séances plénières, donc on a eu une séance sur l'impact de ces réductions budgétaires sur le monde, et que, donc, en général, quelles étaient les conséquences. Et moi, il y a une diapositive qui m'a frappé, c'est celle-ci, c'est si la prévention s'arrête, voici le nombre de nouvelles infections. Alors en bleu, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on prévoyait en continuant avec le même niveau de financement, mais en rouge, c'est, vous voyez, à partir de 2024-2025, avec l'arrêt de ces préventions, vous voyez qu'on remonte quasiment au niveau de 2000, alors qu'en 2036, on était censé en avoir déjà fini avec le VIH, et ça c'est un risque qui est toujours là. Alors, on a vu aussi que les gouvernements commençaient déjà à s'adapter à tous ces... On a eu plusieurs présentations. Comment est-ce que le gouvernement font? Ils réinventent la prévention. Alors, par exemple, ils vont, hier on a vu le professeur Kitché qui nous a expliqué que, par exemple, au Togo, il y avait un plus grand plaidoyer vis-à-vis du gouvernement pour avoir plus d'argent. Bien entendu, ça c'est une solution. Les pays ont préféré, par exemple, intégrer le VIH avec les autres services. Donc, chaque pays essaie de s'adapter. Et c'est important de voir ce que font les voisins, parce que ça permet aussi de donner des idées. Et je reprends cette diapositive de Linda Gale Baker, qui était une des précédentes présidentes de l'IAS, qui dit « Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous avons pris le chemin de combattre le VIH et nous ne reviendrons pas en arrière. Et nous avons déjà réussi à éviter 27 millions de morts. 27 millions de morts, c'est absolument impressionnant. Et nous nous adapterons. La communauté VIH est une communauté résiliente et nous nous adapterons, bien sûr, et nous continuerons d'avancer grâce à l'activisme. Alors, les conférences de l'IAS, c'est aussi l'occasion de montrer votre travail. Il y a les communications, et ça permet aussi de networker et de rencontrer d'autres personnes. Pour finir, dernier mot sur les services différenciés. Alors vous savez, les services différenciés, ce sont des services qui sont plus centrés sur sa personne et sur ses besoins. Alors on a eu plusieurs présentations qui étaient un peu dans l'air du temps, qui est l'intelligence artificielle. On a vu ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle, des plateformes mobiles pour les rappels de rendez-vous, des outils numériques de diagnostic et de suivi de la tuberculose et de l'adhésion au traitement, délivrance en ligne de la PrEP. On a eu beaucoup de présentations qui nous ont montré tout ce qu'on pouvait tirer, le parti qu'on pouvait tirer de l'intelligence artificielle, et ça, c'est sans limite. Mais attention, on n'a pas oublié aussi de discuter les préoccupations liées à l'éthique. Ça pose des problèmes d'éthique, c'est inédit, c'est la première fois qu'on utilise ce genre d'outil, donc il faut faire attention par exemple, quelque chose d'aussi
bête que l'accès au smartphone, si on met tout en digital, si les personnes n'ont pas accès au smartphone, elles n'ont pas accès aux services. Et ça aussi, c'est important, tout en soulignant que ces services différenciés sont un élément important pour avancer dans la lutte contre le sida. Alors, les conférences sont aussi un moment de lutte contre la discrimination et la stigmatisation et de manifestation contre cela, comme la photo que je vous montre. Donc, en résumé, en gros, pour résumer ces jours de conférences très riches, donc la conférence en fait a repris nos préoccupations actuelles. Comment est-ce qu'on peut avoir des financements diversifiés et surtout durables, on a vu les problèmes des coupes budgétaires. Comment est-ce qu'on peut avoir des budgets communautaires conséquents? On a vu le rôle des communautés est très important et on y croit fermement. Comment est-ce qu'on peut avoir des chaînes d'approvisionnement résilientes pour donc pas tomber dans les ruptures et pour pouvoir assurer la continuité des services? Comment est-ce qu'on peut renforcer l'investissement domestique? Parce que l'argent de la coopération va se réduire de plus en plus, c'est une certitude. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'innovation pour faire plus avec moins, ce qui nous est demandé aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.